Salut à tous, c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'humanité et pour vous expliquer les pressions évolutives qui ont modifié notre espèce et qui ont fait de l'homme le seul primate à avoir une sexualité permanente. Alors les bonobos en ont un peu aussi, ont cette sexualité un peu permanente, mais pour d'autres raisons que celles des humains. Sexualité qui, chez l'humain, est profondément enracinée dans notre arrivée en savane. Sexualité basée sur l'échange, sexe contre nourriture, les femelles donnant de l'affection, de la tendresse et du sexe à des mâles qui, en échange, les protègent et surtout leur apportent de la calorie, de l'énergie et les nourrissent. Sexe contre énergie, qui est une façon de vivre une sexualité intéressée que l'on retrouve uniquement chez les hommes. Les bonobos, par exemple, ayant une sexualité permanente, ou pas permanente, mais on va dire qu'ils ont une certaine sexualité qui est plutôt basée pour calmer ou étouffer des différends entre individus ou pour unir des amitiés féminines ou viriles. La sexualité humaine est la seule chez les primates, les grands primates, à s'effectuer en permanence, et nos femmes, nos femelles, sont les seules à avoir perdu leur période d'oestrus, c'est-à-dire des périodes où elles vont indiquer au mâle, chez les autres primates, où les femelles indiquaient chez les autres, primates, leur période où elles sont fécondables pour optimiser les chances de survie, et à ce moment-là, attirer un maximum de mâles pour faire féconder ces ovules permettant de transmettre le patrimoine génétique de la femelle. Les hommes ne fonctionnent absolument pas comme ça. Vous allez comprendre que cet échange sexe contre nourriture, sexe contre énergie, a façonné l'humanité. Et c'est malheureusement pour cela que j'ai été considéré, pour avoir expliqué cela, comme un sexiste, présentant les femmes, ou les femelles de nos ancêtres comme des prostituées, alors que ça n'avait rien à voir, et que ces échanges n'étaient pas là pour s'acheter des sacs Louis Vuitton ou des chaussures Montboutin, c'est ça, mais pour faire survivre nos petits et faciliter la transmission génétique des mamans et des papas. Pour cela, je vais vous lire 2 petits textes que j'ai écrits il y a quelque temps, petits textes qu'il est tout le temps bon de relire, puisque les générations passent et j'ai toujours de nouveaux abonnés, donc petit texte qu'il est intéressant de relire pour faire comprendre aux hommes d'où nous venons, qui nous sommes et pourquoi nous avons des relations mâles-femelles si particulières, avec une sexualité constante et quelque part intéressée. Premier petit texte s'appelle « Sexe contre nourriture, la combinaison gagnante ». Pour comprendre notre structure sociale si particulière, basée sur le partage des tâches qui entraîna la survie de l'humanité et son expansion prodigieuse, il est fondamental de revenir à l'aube de l'humanité, où nos ancêtres, de petits primates bipèdes, durent quitter par obligation leur forêt pour se retrouver en savane, milieu plus dangereux que le paradis forestier. Savane où ils furent obligés, pour survivre, de modifier leur mode de vie et leur structure sociale. À cette époque reculée, nos ancêtres bipèdes de forêt vivaient en petits groupes
assez proches dans leur fonctionnement et leur structure hiérarchique et sociale de ceux de nos cousins chimpanzés et bonobos. Principalement végétariens et frugivores, occasionnellement insectivores et chasseurs de petits vertébrés, nos lointains ancêtres, par réduction de leur milieu forestier et concurrence avec d'autres groupes de primates, se retrouvèrent donc poussés en savane. La savane étant une vaste étendue herbeuse, peu arborée, nos ancêtres, ne pouvant plus subvenir à leurs besoins caloriques par la consommation de fruits et de feuillages tendres comme en forêt, durent pour survivre changer radicalement leur régime alimentaire. C'est ainsi que deux possibilités alimentaires de substitution s'offrirent à eux, lesquelles générèrent deux lignées évolutives, les paranthropes et les australopithèques. Bien qu'assez proches morphologiquement, les modes de vie des paranthropes et des australopithèques étaient totalement différents, et celui des paranthropes s'avéra à la longue bien moins efficace, ce qui entraîna par la suite la lente et inexorable disparition de cette espèce, alors que de leur côté, les australopithèques réalisèrent une explosion démographique d'où émergea la lignée humaine. La bipédie, acquise par nos ancêtres en forêt, devint un véritable avantage évolutif en savane, car elle était économique pour se déplacer en marchant sur de longues distances à la recherche de nourriture, permettant ainsi, grâce à la tête bien au-dessus des herbes, de voir au loin l'arrivée d'un prédateur ou de cibler une source énergétique potentielle. De même, les membres antérieurs, libérés de la locomotion, facilitaient le transport de nourriture, ainsi que de bâtons ou de projectiles pour chasser et faire fuir les prédateurs. Mais si cette bipédie était un avantage pour les mâles, qui, seuls ou en groupe, armés de bâtons et de pierres, devenaient pour les prédateurs de redoutables petits primates difficiles à chasser, les femelles, quant à elles, bipèdes avec leurs petits dans les bras, devenaient particulièrement vulnérables, accaparées par le portage du petit et ne pouvant pas, par ce fait, se défendre seules contre un prédateur, et moins encore fuir rapidement, un danger pour se réfugier dans les arbres. C'est là que le choix du mode alimentaire, partiellement carnivore des australopithèques, leur donna un avantage énorme sur les paranthropes végétariens, qui finirent en quelques centaines de milliers d'années par disparaître totalement à cause de leur démographie pullante due à la surmortalité des femelles et de leurs petits. La lignée des paranthropes s'était progressivement dirigée vers une alimentation presque totalement végétale. La rareté des arbres à fruits au feuillage tendre avait donc poussé les paranthropes à s'adapter en savane à une nourriture composée de tubercules coriaces et de plantes herbacées fibreuses très riches en cellulose. Toute la morphologie des paranthropes s'était donc adaptée à ce mode de vie. Un crâne volumineux avec de puissantes mâchoires et de gros muscles masticateurs capables de meuler et de mâcher cette nourriture fibreuse, ainsi qu'un système digestif volumineux pour, par fermentation, briser dans l'intestin les fibres de cellulose des végétaux pour en tirer les sucres et les protéines indispensables au bon fonctionnement de l'organisme. Les paranthropes arpentaient donc la savane en groupes hiérarchisés à la recherche de nourriture végétale. Ces groupes étaient généralement composés d'un mâle dominant, de quelques jeunes mâles subalternes, ainsi que des femelles avec leurs petits, qui constituaient plus ou moins le harem du mâle dominant, et que celui-ci défendait contre les autres mâles, mais surtout contre les prédateurs. La morphologie des paranthropes mâles indique bien cette hyperspécialisation dans la protection des femelles et la défense territoriale. Le dimorphisme sexuel de l'espèce était très marqué. Les mâles, plus volumineux que les femelles, étaient bâtis solidement, avec une mâchoire puissante, prête à fondre, canines sorties et un bâton en main. Alors, canines sorties, ils n'avaient pas des grosses canines, je corrige un petit peu. Sur les mâles volumineux. Alors, canines sorties et bâton en main, sur toute concurrence sexuelle ou occasionnellement sur des prédateurs mettant en danger ces femelles. Si cette structure sociale était avantageuse pour le mâle dominant, car pouvant avoir de nombreuses femelles, les femelles obligées d'aller chercher avec les mâles leur nourriture végétale sur un vaste territoire
restaient relativement vulnérables aux prédateurs qui rôdaient en savane. Et ce, surtout pendant les périodes où elles allaitaient et portaient leurs petits en bas âge dans les bras. Les femelles paranthropes, surprises par l'approche d'un prédateur loin des arbres où elles auraient pu se réfugier, ne pouvaient donc compter pour leur survie que sur l'agressivité du mâle dominant et des quelques juvéniles ou subalternes qui, en groupe réduit, ne pouvaient pas toujours faire le poids contre les gros fauves comme les panthères, les lions, les hyènes géantes ou les félins à dents de sabre. Alors on a de très bonnes vidéos là-dessus où on voit des groupes de singes en Afrique qui ont ce type de défense, et qui, alors ce n'est pas les grands singes, c'est des singes quadrupèdes en général, c'est des babouins qui utilisent ce système avec un gros mâle dominant et quelques subalternes qui viennent se défendre, défendre les femelles parce qu'ils sont principalement végétariens. C'est ainsi que bien que protégées par un puissant mâle dominant, l'obligation pour les femelles des paranthropes d'aller chercher elles-mêmes leur nourriture sur un vaste territoire les rendait extrêmement vulnérables, en augmentant pour elles les probabilités de confrontation mortelle avec des prédateurs, limitant par là sensiblement la démographie de cette espèce de primate bipède. Quant aux australopithèques, dont un rameau donnera plus tard l'espèce humaine, les ancêtres de l'espèce humaine, c'est leur orientation vers une alimentation plus carnée qui, en modifiant leur structure sociale et les relations des sexes entre eux, permit la survie de l'espèce et son expansion démographique. En effet, le fait d'aller chercher de la nourriture carnée extrêmement nutritive et d'en ramener aux femelles restées près des arbres, poussant autour des points d'eau et prêtes à s'y réfugier au moindre danger, permit de limiter la surmortalité des femelles et de leurs petits et donna aux australopithèques un avantage évolutif énorme face aux paranthropes. Ayant adopté un régime plus carnivore, les australopithèques élaborèrent une stratégie de survie basée sur l'échange sexe contre nourriture qui révolutionna la structure sociale de nos ancêtres et qui permit la survie de l'humanité et son expansion phénoménale. Alors c'est là-dessus que j'ai été attaqué, parti de sexiste, les gens ne comprendront pas que j'expliquais l'évolution humaine à partir de la structure de nos ancêtres. Les mâles australopithèques, dont la structure était adaptée à supporter de fortes chaleurs, se déplaçaient pour aller chercher de la nourriture aux heures les plus chaudes de la journée, heures où les prédateurs et leurs proies étaient assoupis à l'ombre des feuillages et des hautes herbes. Observant l'horizon, pour localiser le vol des charognards, ils partaient ensuite en petits groupes, pierres et bâtons en main, prêts à attaquer et à se défendre des fauves, et se rapprochaient doucement et sans bruit des animaux fraîchement abattus que le vol des vautours leur avait signalés. Arrivés près de l'animal mort, si les prédateurs qui l'avaient tué étaient encore là, et n'étaient pas trop gros ou trop nombreux, les australopithèques fondaient sur eux en hurlant, bâton à la main, agitaient violemment de bas en haut, tout en jetant des projectiles sur les prédateurs qui, bien souvent, devaient abandonner l'animal qu'ils avaient tué devant la furie et la dangerosité de ces petits primates bipèdes. Alors, ils n'étaient pas si petits que ça, puisque j'ai fait des reconstitutions récemment. C'était plutôt des chimpanzés assez costauds sur pattes bipèdes, capables de tenir des gourdins, de les enserrer dans leurs mains, alors que les chimpanzés ne peuvent pas le faire. Ils grimpent encore très bien aux arbres. Donc, il y avait vraiment, une importance de la structure des australopithèques qui n'était pas du tout le petit singe qu'on pourrait penser faiblard. Les prédateurs mis en fuite, nos ancêtres pouvaient ainsi, à l'aide d'outils rudimentaires, découper cette charogne fraîche pour la manger sur place et ensuite en rapporter des morceaux aux femelles et aux petits restés près des arbres en sécurité. Comme rien n'est jamais gratuit, les mâles échangeaient avec les femelles la viande qu'ils avaient rapportée contre des caresses, de l'épouillage et surtout du sexe. Alors en général, les mâles bouffaient la viande, je corrige un petit peu, mais c'est un peu simplifié, et ils rapportaient plutôt des morceaux de membres, des choses comme ça, ou des carcasses, mais des membres, des os longs,
avec l'articulation qui est plein de collagène. Et quand on fracture ces os, on y trouve beaucoup de graisse, de la moelle qui est extrêmement riche. C'est une bombe énergétique qui permet aux femelles de survivre. Comme ils ont l'habitude de un peu de grimper aux arbres et de casser des noix avec des pierres, ils savaient comment casser euh, les os pour en tirer la moelle, hein, les os longs. Voilà. Alors, les prédateurs mis en fuite, alors j'explique. Comme rien n'est jamais gratuit, les mâles échangeaient avec les femelles la viande qu'ils avaient rapportée contre des caresses et de l'épouillage et surtout du sexe, optimisant pour le mâle nourrisseur ses chances de transmettre la vie, de transmettre ses gènes. Et pour les femelles, grâce à cette bombe nutritionnelle et énergétique riche en acides gras et en protéines, qu'est la viande, d'optimiser leurs chances de survie en bonne santé et d'alimenter correctement leurs petits sur leurs propres réserves énergétiques par l'allaitement sans risquer leur vie loin des arbres. C'est ainsi qu'au cours de l'évolution, une interdépendance mâle-femelle, sexe contre nourriture, s'instaura dans l'espèce humaine. Les mâles, allant à la conquête du monde pour nourrir leurs femelles dans l'espoir de recevoir leur récompense affective et sexuelle, les femelles, quant à elles, offrant aux mâles, qui avaient la meilleure capacité de les nourrir, elles et leurs petits, quant aux femelles et leurs petits, du sexe et de l'attention. Les relations sexuelles entre sexes au sein de notre espèce ne restèrent plus spécifiquement reproductives, mais se transformèrent en une interdépendance permanente entre les sexes. Les femelles, qui transmirent le mieux leurs gènes, étant celles qui offraient leurs attentions aux mâles tous les jours en échange de nourriture. Les mâles, qui transmirent le plus leurs gènes, étant ceux qui générèrent une dépendance affective et sexuelle chez les femelles, aux femelles, les poussant à les nourrir journellement, tous les jours, en échange de leur faveur charnelle. Plus subtil encore, la disparition progressive des périodes d'oestrus, c'est-à-dire de l'indication chez les femelles par un comportement particulier ou la modification du gonflement des muqueuses, entraîna l'obligation pour les mâles de désirer une femelle en permanence et non uniquement pendant ces périodes de fertilité, optimisant les chances de transmettre leurs gènes pour les mâles qui nourrissaient tous les jours leurs femelles en échange de sexe. Donc, pour les mâles qui générèrent une addiction sexuelle et affective chez une femelle. C'est ainsi qu'une nouvelle humanité était née, basée sur l'échange permanent, sexe contre nourriture, l'échange permanent sexe contre nourriture, entre les mâles et les femelles, entre les hommes et les femmes. Une humanité sans période d'oestrus marquée, pour nos femmes, une humanité d'hommes dépendants affectivement et sexuellement des femmes, et de femmes énergétiquement dépendantes des hommes. Une humanité à tendance monogame, pour que l'échange pour que chaque mâle vigoureux puisse nourrir régulièrement sa femelle, et que chaque femelle fertile puisse être nourrie par un mâle. Une alchimie humaine qui permit l'explosion démographique et spatiale du genre humain, l'explosion démographique et spatiale que nous devons aux choix alimentaires de nos ancêtres, qui étaient les australopithèques. Comme nous le voyons, ce que nous sommes dépend de nos choix, mais nos choix sont souvent inconscients. Et le fait pour nos ancêtres de choisir une nourriture plus carnée a fait de nous des hommes et a permis notre survie en mettant à l'abri des prédateurs nos femmes, tout en permettant aux hommes de les nourrir grâce à la viande, cette source énergétique et nutritionnelle extrêmement concentrée et facile à transporter. Alors quand on dit viande, c'est bien sûr les mâles mangeaient sur place toutes les parties charnues, avec il n'y a pas beaucoup de gras forcément en Afrique, surtout c'est chaud, donc les animaux ne font pas de stockage, beaucoup de graisse, mais il y a des zones où il y a du gras comme dans les os, et ils rapportaient bien sûr aux femelles des fémurs, souvent des os longs, avec des articulations, et dans ces fémurs, il y a du gras, bombe énergétique, moelle que l'on mange au restaurant des fois, l'os à moelle, mais aussi du collagène autour des
des articulations, donc les femelles, pouvaient mieux survivre grâce à cet apport carné, cet apport de tissus animaux. Voilà. Alors, j'ai un autre petit texte à vous lire, petit texte qui, je l'espère, vous fera comprendre qui nous sommes et d'où nous venons. Alors, c'est un peu les mêmes thèmes qui sont abordés, mais c'est pour vous faire comprendre pourquoi je suis considéré comme sexiste. En vérité, je suis considéré comme sexiste par des gens qui sont souvent peu instruits et qui ne comprennent pas les principes évolutifs qui ont fait de l'humanité ce qu'elle est et des rapports hommes-femmes ce qu'ils sont. Le petit texte que je vais vous lire s'appelle « Les seins des femmes et autres caractères sexuels secondaires ». De tous les grands primates, seule la femelle humaine, la femme, arbore des mamelles saillantes, extrêmement visibles et souvent bien plus volumineuses que celles des autres primates. Alors il y a quelques espèces de petits singes qui en ont aussi, mais c'est des cas exceptionnels de femelles qui ont développé des mamelles très importantes. En général, on n'en voit pas trop. Il y en a une qui traîne sur Instagram, on la voit souvent. C'est un petit singe d'Asie, je crois, une petite femelle qui amuse beaucoup les touristes parce qu'elle a développé un hyper développement de ses glandes, de ses seins, ses glandes mammaires, avec autour la graisse qui est autour. C'est une mutation rare, puisqu'il lui donne une allure très humaine. À part l'homme, qui est très volumineux que les autres primates, à part l'homme qui est exclusivement bipède, les grands primates se déplacent au sol, principalement à quatre pattes. Dans cette position, les contraintes physiques sur les mamelles sont telles qu'il est impossible qu'une sélection génétique se fasse sur un développement en volume de la poitrine. En effet, une démarche quadrupède lors des déplacements entraînerait sur une poitrine volumineuse des contraintes excessives sur la trame de tissu conjonctif maillant l'intérieur du sein et protégeant les glandes mammaires, ce qui pourrait générer lors du ballottement des mamelles des ruptures du tissu conjonctif de maintien et des inflammations douloureuses qui à la longue pourraient compromettre la bonne santé des femelles en engendrant des pathologies plus ou moins sévères, limitant leurs chances de survie et de transmettre leurs gènes. Alors évidemment, les pies des vaches, c'est des sélections humaines, c'est pas fait pour survivre dans la nature face à des prédateurs. Il faut le voir, il faut comprendre. Donc la quadrupédie, ça limite quand même la taille des mamelles. Lorsque nos lointains ancêtres, poussés par des changements climatiques, passèrent de la forêt à la savane, la position bipède qu'ils avaient adoptée préalablement ne générait plus les mêmes contraintes sur les mamelles des femelles. Ainsi, en position redressée, la poitrine ne risquait pas, lors des déplacements, de ballotter dangereusement, ce qui entraîna le développement en volume des seins par la sélection de mutations aléatoires générant la prolifération des adipocytes ou cellules graisseuses dont la fonction primaire était de protéger les glandes mammaires et de faciliter la prise en bouche du mamelon par les petits lors de l'allaitement. Associé à la bipédie, le développement en volume des seins, n'entraînant plus de pathologie, s'avéra au contraire extrêmement bénéfique aux femelles en leur permettant, par le signal de maturité sexuelle qu'ils indiquaient aux mâles, d'optimiser leurs chances de survivre et de transmettre leurs gènes. En effet, en changeant de milieu, en passant de la forêt à la savane, les femelles de nos lointains ancêtres se retrouvèrent, lorsqu'elles avaient des petites, totalement dépendantes des mâles pour rechercher leur nourriture, ce que je vous ai expliqué précédemment. Contrairement à la vie en forêt, où les prédateurs sont peu nombreux et où il est toujours possible en cas de danger de se réfugier très vite dans un arbre avec son petit dans les bras, en savane, où rôdent de dangereux prédateurs, il était impossible pour les femelles de nos ancêtres, portant leurs petits dans les bras, de s'éloigner des rares arbres pour aller chercher de la nourriture. Dans ces conditions, le seul moyen pour les femelles de rester en vie avec leur progéniture était de rester près des arbres afin de s'y réfugier au plus vite à l'arrivée d'un prédateur et de compter sur les mâles pour obtenir la nourriture nécessaire à leur survie et à la croissance de leurs petits. Dans cette savane dangereuse, la pression sélective fut exacerbée, modifiant extrêmement rapidement la biologie et le comportement des femelles. Les périodes d'oestrus visibles, indiquant les périodes de fécondité mensuelles des femelles, propres à tous les grands primates, disparurent pour ne laisser transparaître que les signes de maturité sexuelle.
Cette stratégie reproductive, sélectionnée génétiquement d'une façon aléatoire, avait comme avantage d'optimiser les chances de survie des femelles en sélectionnant les mâles qui recherchaient l'accouplement non pas uniquement lors des périodes de fécondité mensuelles, mais le plus souvent possible. Accouplement et attention sensuelle que les jeunes femelles faisaient payer aux mâles très cher, c'est-à-dire en leur faisant payer par de la nourriture. Nourriture qui leur permettait de survivre avec leurs petits sans être obligés de s'éloigner des arbres pour chercher à manger et par là d'allaiter et de nourrir leurs petits en bas âge en toute sécurité. Ainsi, les signes indiquant la fécondité mensuelle des femelles disparurent pour ne laisser place qu'à des signes indiquant l'âge, la fertilité de la femelle, c'est-à-dire l'âge de fécondité entre l'enfance et la vieillesse. Le gonflement mensuel de la vulve, fait pour signaler au mâle la période d'ovulation, disparut progressivement pour laisser place à tout un ensemble de caractères morphologiques indiquant que la femelle était en âge d'être courtisée, nourrie, protégée et fécondée par le mâle. Ainsi, la vulve ostentatoire, rosée et turgescente des femelles de nos lointains ancêtres de forêt disparut progressivement entre les cuisses pour devenir un sanctuaire discret caché dans la graisse pubienne que seul le mâle le plus généreux et protecteur pouvait entrevoir pour peut-être, dans la jouissance de la pénétration, y vider sa semence et transmettre la vie et la mémoire génétique de sa lignée. Je suis poète parfois, vous l'avez remarqué. Les mâles qui transmirent leurs gènes furent donc ceux qui étaient attirés par les signes de la jeunesse fertile des femelles et qui ne cessaient de les courtiser et de les nourrir pour pouvoir les pénétrer et jouir. Les femelles développèrent donc, par sélection génétique, des signes visibles par les mâles, signes indiquant leur fertilité liée à leur jeunesse et à leur bonne santé hormonale, ce que l'on nomme les caractères sexuels secondaires. Le pubis glabre et rosé chez les grands primates, au corps couvert de poils, se couvrit par contraste de poils chez les femmes humaines au corps glabre. Les seins devinrent volumineux et ostentatoires, et les lèvres du visage plus charnues et rosées, tout un ensemble de signes indiquant que la fillette était devenue femme et pouvait enfin être courtisée, séduite, nourrie et enfin prise et fécondée. C'est donc par tout cet ensemble de signes que les femmes actuelles indiquent au groupe et aux hommes non pas leur période d'ovulation mensuelle, mais leur fécondité liée à l'âge, indiquant qu'elles sont enfin femmes, qu'elles sont enfin prêtes à être courtisées et entretenues par un homme pour devenir mères et continuer dans ce laps de temps la vie et l'espèce avant que le temps ne les stérilise, tout en faisant disparaître tous ces signes ostentatoires de la jeunesse fertile. Vient alors l'âge de la vieillesse, la peau se ride, les seins deviennent flasques et pendants, les lèvres s'amenuisent jusqu'à disparaître pour ne laisser qu'une fente ridée. Cette femme stérile, ménopausée comme on dit, n'est alors plus désirable par les hommes, bien que certains aiment les milfs. Il est alors temps de devenir l'aide indispensable aux jeunes mères, de devenir la grand-mère qui, par son expérience et son savoir, aidera les plus jeunes à accomplir à leur tour leur rôle de mère et surtout à aider à éduquer des petits à croissance très lente qui ont besoin de tout un groupe pour s'occuper d'eux et les éduquer et remplir leur cerveau qui grossit de plus en plus et qui finit par être énorme, de tout un tas d'informations qui en feront des humains performants dans une société humaine extrêmement hiérarchisée et extrêmement complexe. Donc c'est intéressant de comprendre comment fonctionne l'humanité. Alors c'est pour avoir expliqué ça qu'on m'a traité de sexiste, alors que je voulais tout simplement expliquer que si une femme se fait payer le restaurant et attend qu'on lui ouvre la porte, ce qui n'est pas bien vu des fois par les féministes, qui disent qu'on fait moite-moite et qu'on veut être égal, c'est une vieille réminiscence de programmation de survie qui ont plusieurs millions d'années et qui ont permis à l'humanité de survivre. Et si maintenant les femmes peuvent être des directrices
d'entreprise ou des executive women, hein, le temps qu'elles vont passer à monter, à construire leur carrière, ne sera pas un temps passé à faire des enfants et à les élever. C'est un mal pour un bien, on gagne de l'indépendance, c'est cool, mais on perd de sa possibilité d'avoir une descendance nombreuse et donc d'être une reproductrice de qualité transmettant un maximum ses gènes dans une humanité déjà surpeuplée. Donc c'est intéressant de comprendre un mal pour un bien quelque part, hein. Le féminisme a ses avantages, mais aussi ses inconvénients pour les hommes et les femmes. Mais après, c'est à vous de choisir, vous êtes libre, mais c'est intéressant de comprendre comment nous fonctionnons. Et on pourrait parler aussi, hein, de toutes ces femmes qui font de la chirurgie esthétique pour paraître plus jeunes, qui se font gonfler les lèvres pour paraître jeunes, puisque des lèvres toutes gonflées, hein, c'est en général des lèvres d'adolescentes, de jeunes femmes, hein, en pleine période de fertilité, qui ont les muqueuses gonflées par les estrogènes, hein, par les hormones de la jeunesse, hein. Et quand toutes ces femmes se font injecter du silicone et se mettent du rouge à lèvres pour montrer le rosé de leurs lèvres, c'est en vérité vouloir rester jeune et vouloir montrer qu'on est encore fertile, parce que être belle et désirée pour une femme, c'est quelque chose de fondamental, hein. C'était pendant des millions d'années une façon d'être protégée, aimée et protégée et nourrie par les hommes, hein. Et la beauté, être belle pour une femme, c'est d'une grande importance. Regardez tous les magazines, hein, parce que c'est quelque chose qui touchait à leur survie et pas uniquement au fait d'être à la mode, hein, et d'être belle pour soi, hein. Maintenant, elle a dit: «Je veux être belle pour moi», mais en vérité, on était belle parce que la survie de des jeunes femmes et leur intégration dans le groupe, hein, et leur protection par les hommes, venait, de leur beauté, c'est-à-dire du fait qu'elles paraissaient, qu'elles avaient, des les signes montrant leur fertilité et leur jeunesse et non pas leur période, hein, de fertilité, hein. Il faut bien penser que, chez les chimpanzés, hein, heu et même chez les gorilles, ce sont les femelles qui nourrissent, leurs petits. Elles n'ont pas besoin d'échanger sexe contre nourriture, hein. Elles vont avoir des positions particulières quand elles vont être en période d'ovulation. Elles vont avoir, comme chez les chimpanzés, les callosités fessières, hein, et toute cette muqueuse autour des orifices qui va rougir, attirant un maximum de mâles, hein, pour les chimpanzés, parce que les gorilles vivent en harem, hein, qui va optimiser leurs chances de transmettre, leurs gènes, hein, transmettre la vie et de se continuer dans l'éternité, quelque part. Elles n'en ont pas la conscience, mais elles sont programmées pour ça. Donc, elles indiquent non pas leur jeunesse, mais leur période d'ovulation, hein, en sachant qu'en général, même les chimpanzés, hein, et les gorilles ne sont pas attirés par la jeune femelle, mais plutôt par la femelle. Alors surtout les chimpanzés, parce que les gorilles, ils prennent tout ce qu'ils trouvent, ils sont gardiens du harem, mais ils baissent ce qu'ils veulent. Mais les chimpanzés sont attirés, hein, par les femelles d'un certain âge, parce qu'elles ont appris à éduquer leurs petits, à nourrir leurs petits et connaissent mieux la forêt et la nourriture qu'il faut donner. Il y a une grande part de culturel aussi chez nos cousins primates, hein, la nourriture qu'il faut donner, ils ont appris à leurs petits, et ce sont de meilleures mères, les vieilles mamans, hein, que les jeunes mamans. Donc comme c'est elles qui nourrissent les petits, les mâles recherchent les vieilles guenons, alors que chez nous, les humains, on recherche en général les jeunes femelles fertiles. Regardez DiCaprio ou tous ces vieux acteurs de la soixantaine qui se tapent des gamines tout juste sorties de l'enfance, hein, qui ont, allez, la vingtaine, et qui vont avec ces jeunes filles parce qu'elles représentent, hein, la fertilité et la capacité, ben, de transmettre la vie, alors que chez les chimpanzés, on va rechercher les vieilles femelles, ce qu'on peut appeler les milfs, les holders, les grannies, hein. Les grannies sont stériles chez les humains, mais on va dire que la vieille femelle est recherchée chez les autres primates. Et ce qui est marrant, c'est qu'en général, les
grand-mère n'existe pas trop hein, chez nos cousins les primates. Hein. Il y a des mamans qui peuvent aider leurs filles, mais en général, elles ne sont pas ménopausées et elles ne vivent pas très longtemps après la ménopause, bien qu'on découvre maintenant des femelles ménopausées, maintenant qu'on étudie un peu plus, hein, qu'on a plus de données avec tous les réseaux sociaux, on s'aperçoit que même chez les chimpanzés, on a un peu l'arrivée de cette grand-mère, hein, de ces vieilles femelles ménopausées, c'est assez rare, mais on en trouve encore, qui sont conservés, qui vivent plus longtemps pour favoriser la survie des petits, de leurs filles et des femelles, des guenons plus jeunes. Hein. Donc on commence à voir arriver ça chez les chimpanzés. On est des cousins assez proches. Hein. Donc c'est intéressant de comprendre comment on fonctionne, hein, de comprendre pourquoi les femmes veulent paraître plus jeunes, se mettre du rouge à lèvres, hein, essayent de combattre la vieillesse. C'est parce que le fait de paraître jeune et belle, donc belle et jeune encore, hein, ça calme chez elles des angoisses de mort, hein, puisqu'elles ont survécu. Hein. Elles avaient la protection à la nourriture parce qu'elles étaient jeunes et belles. Hein. Pas les chimpanzés, bien sûr. Elles transmettent leurs gènes plus facilement parce qu'elles sont vieilles et expérimentées. Hein. Nous fonctionnons différemment, nous, les humains. C'est intéressant de le comprendre. Alors, vous expliquez que les femmes ont un besoin viscéral d'être aimées, et surtout qu'on leur dise qu'elles sont belles. Hein, dites aux femmes qu'elles sont belles, ça m'a valu l'attaque des zététiciens et d'être considéré. On s'est moqué de moi en disant de la vie, c'est abruti. Ce sont des gens qui n'ont aucune notion en évolution biomécanique et en primatologie. Hein. Moi, je vis et je dors avec des os et je communique avec mes potes qui font de la musculation, mais aussi avec mes amis qui sont spécialisés en anthropologie et en primatologie. Hein. J'ai des potes partout et entre gens de qualité, on se reconnaît, on s'entraide et on se corrige même mutuellement. Voilà, petite vidéo du soir espoir pour vous parler de l'humanité et pour vous expliquer pourquoi je suis considéré comme un individu sexiste par beaucoup de gens qui ne comprennent pas que je suis tout simplement un enseignant qui vous parle de l'humanité, de son évolution et de ce que nous sommes vraiment, sans chichi, sans mensonge et sans essayer de plaire. Voilà, petite vidéo du soir, espoir. J'aurais pu vous parler des bonobos, mais je vous en parlerai plus tard. Je vous en ai déjà parlé. C'est très intéressant de comprendre la sexualité des bonobos, qui, si elle est même parfois un peu permanente, n'est absolument pas régie par le principe sexe contre énergie, qui est un principe typiquement humain et qui a fait survivre les femmes et qui a permis aux femmes, aux femelles, de transmettre plus facilement leurs gènes et aux hommes de s'attacher affectivement aux femelles et par cet attachement de transmettre plus facilement leurs gènes. Voilà, l'homme est un grand romantique qui s'attache à sa femme, à ses femmes, à ses maîtresses. Et quand une femme le quitte, il peut même se suicider. Beaucoup de suicides de mecs qui ont perdu leur amour, qui les a quittés, parce qu'ils ont cette dépendance affective faite depuis des millions d'années, non pas pour eux, mais pour faire survivre les femmes et leurs petits par la nourriture que l'homme apporte, par cette dépendance affective et sexuelle. Voilà. Et les femmes ont beaucoup moins cette dépendance, peuvent être malheureuses, mais elles ont cet attachement viscéral à leurs petits. Elles peuvent être par les flux hormonales que génère la jeunesse, tomber follement amoureuse d'un homme et se donner corps et âme à un homme, mais cet amour passe vite, en général. Cette folie de la jeune fille qui est capable de se donner à n'importe qui et qui a généré justement souvent des vicieux qui vont exploiter cet amour pour en faire des prostituées en utilisant ces femmes pour se donner à eux et après leur dire parce qu'elles sont totalement amoureuses. Ça fait pas des gigolos mais des Jules au casse-croûte ou des macros. C'est lié justement à ce besoin qu'ont les femmes de
trouver l'amour, de se faire féconder dès qu'elles sont jeunes, hein, pour optimiser leurs chances de transmettre la vie le plus tôt possible, puisque la mortalité était relativement élevée, hein. Donc elles se donnent totalement à un homme, mais elles finiront vite par l'oublier. Elles ont un amour total, hein, mais ensuite elles l'oublient pour se consacrer, si elles sont bien programmées, entièrement à leur petit, ne gardant que pour les hommes de l'amitié, du respect, voire un peu d'amour, mais pas cet attachement viscéral que peut avoir des fois l'homme à sa femme et sa maîtresse, qui pousse parfois les hommes au crime passionnel et au suicide, hein. Euh, c'est classique, les femmes, c'est beaucoup moins ça, hein. Elles peuvent ruiner un homme, mais ce qui comptera, c'est leur survie et celle de leurs petits. Et tant mieux, l'important, c'est que la vie continue et que les générations se succèdent pour que l'âme du monde ou de Dieu continue en nous tous. Voilà, petite vidéo du soir, espoir, pour vous parler des hommes et des femmes et pour vous parler de l'amour. Voilà, et du sexisme. Dire tout ça, maintenant dans notre société, c'est être sexiste, mais de moins en moins, puisque de plus en plus de gens se rallient à ma cause qui est la sincérité, d'oser se voir tel que nous sommes pour pouvoir maîtriser notre animalité. Je vous aime, c'est Fred Delavier, et paix sur terre mes frères et sœurs.